qui devient PCT. Parce que le PCT n'est que l'aile avancée, l'aile marxiste, l'aile de gauche, qui après a fait le coup d'État, ça capte d'abord depuis la charte, ça filme idéologiquement depuis la charte du MNR. Parce que jusque-là, c'était KA, tous les points de vue étaient plus ou moins acceptés. Mais là, avec la charte, c'est radical. Le coup d'État dit de Mariam Gwabi arrive. Le Conseil national, on trouve des compromis pour que ça n'aille pas trop loin. Le président Massamadé est quand même maintenu pendant un temps. C'est pour que ça n'aille pas trop loin. Bon, on finit par dépasser ce cap-là. Et on arrive à la création du PCT. Mais cette radicalisation du PCT fait peur. Non seulement à l'intérieur, mais dans certains milieux extérieurs, qui ne veut pas rester indifférent. C'est ça l'explication du coup d'État de Kingana. Le 22 février 1972, une dissidence au sein des instances dirigeantes du parti aboutit à la tentative de putsch du lieutenant Ange Diawara. Pour solder le contentieux, Mariam Gwabi organise une conférence nationale du 31 juillet au 7 août 1972. En 1972, l'équipe nationale de football du Congo remporte la 8e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, un sacre qui sera suivi par celui du club athlétique Renaissance Aiglan, Dara en sigle, à la 10e édition de la Coupe d'Afrique de clubs champions en 1974. Et bientôt la fin de la partie, nous jouons les arrêts de jeu maintenant. La République populaire du Congo mène sur le score de 3 buts à 2. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? La République populaire du Congo! J'ai participé à la qualification, mais quand les Diables Rouges gagnent, je suis en prison pour la participation au M22. Donc, je ne peux pas décrire ce qui est là, mais j'ai ressenti beaucoup de fierté, comme tous les Congolais, une fierté d'autant plus grande que j'avais été parmi ceux qui avaient contribué à la qualification pour Yaoundé des Diables Rouges. Moi, ce n'est pas 72 qui m'intéresse. Après 72, on joue au Caire. Notre équipe est battue à la fin, et c'est bien de elle est battue à la fin par les Zaïre, à l'époque. En demi-finale, je crois. Quelque chose comme ça. Nous sommes battus. Et à l'époque, j'étais secrétaire du comité central, chef du sport et tout ça. Je fais ma réflexion, qui était celle-ci. Le football congolais, en dépit de la victoire de Yaoundé, est en décadence. Il est instable. Si nous ne prenons pas les mesures dès maintenant, notre équipe va suivre une longue éclipse. Parce que nous restons encore au Moana Foot. Les autres sont à un niveau où l'entraînement, le physique, enfin, un certain nombre de considérations comptent pour avoir une équipe. Mon rapport a été admis au bureau politique. On devait construire un collège d'études sport à 40 ans. Oui. Tout ça prévu pour que justement on commence à organiser. Eh bien, il y a un frère qui était secrétaire permanent du bureau politique, je ne dis pas son nom. Il a pris le dossier, il a mis comme ça. Et donc moi, quand je vois le Congo continuer à descendre, même si la dernière Coupe des jeunes, là, nous a un peu... Ça m'a confirmé que nous avons le talent. La Coupe de Congo de gagner m'a confirmé que nous avons le talent. Mais un talent toujours latent, inorganisé, et tout ça. Okay. Parce que le Cameroun actuel, ils nous battaient, on les battait. Le 18 mars 1977, le président Mariam Gwabi est assassiné à Brazzaville. Le comité militaire du parti CMP, présidé par le colonel Jacques Joachim Yombi Opango, assure la succession. Il dissout l'Assemblée nationale et les pouvoirs populaires. L'acte fondamental du 3 avril abroge la Constitution du 24 juin 1973. Dans la tourmente de ce drame, le cardinal Émile Biayenda, archevêque de Brazzaville, est assassiné le 22 mars 1977. Nous devons enfin pouvoir expliquer que la grandeur future de notre nation passe par la créativité, par l'équité, par la loyauté, par la mobilité, naturellement par le travail et la justice.
La crise financière, l'augmentation brutale des impôts, la dérive autoritaire du pouvoir et les retards dans le paiement des salaires rendent impopulaire le régime du CMP. Le 5 février 1979, le comité militaire du parti remet les pleins pouvoirs au comité central du Parti congolais du travail, réuni en session extraordinaire. Le colonel Denis Sassou Nguesso est porté à la magistrature suprême. Une nouvelle histoire interpelle les Africains. Une nouvelle histoire qui requiert une nouvelle mentalité. Le défi est de taille. Le nouveau président relance l'économie nationale et s'emploie à doter le pays d'institutions stables, à améliorer le niveau de vie des Congolais et à rattraper son retard en matière d'équipement. C'est ainsi que la priorité est accordée à l'infrastructure. Des routes sont bitumées, des pistes agricoles réhabilitées, plusieurs ponts construits. On peut particulièrement retenir les ponts sur le Kwilu, la Djiri, la Lefini, la Keni, la Komo, la Lima, le Kwilu, la Lobi, la Likwala Moussaka. Le réalignement de la ligne du chemin de fer Congo-Océan entre Bilinga et Dolisie, la construction des lignes haute tension entre Pointe-Noire et Brazzaville et d'une usine de production d'eau potable à Djiri vers Brazzaville, de la tour Nabemba et du palais des Congrès. En 1986, Denis Sassou Nguesso assure la présidence en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine. Et il crée un fonds africain au profit des populations d'Afrique du Sud victimes de l'apartheid. Chaque Congolais a contribué au fonds africain. Même les petits-enfants demandaient un peu d'argent à leurs parents, le remettaient à l'école et toutes les écoles collectaient ces fonds et les remettaient au gouvernement. Le gouvernement les donnait au fonds africain. Brazzaville abrite du 25 au 31 mai 1987 le premier symposium littéraire international anti-apartheid, puis les négociations quadripartites sur la paix en Afrique australe, négociations qui aboutiront à l'indépendance de la Namibie et à la libération de Nelson Mandela. Il y a eu ces négociations qui ont eu lieu à Brazzaville. Les négociations quadripartites qui avaient réuni les États-Unis d'Amérique, Cuba, l'Afrique du Sud, l'Angola, avec l'assistance de l'Union soviétique. Et les accords ont été signés à Brazzaville. Et je crois qu'après tout cela, que le président des États-Unis, Bush père, m'a invité à effectuer une visite d'État aux États-Unis d'Amérique, une visite d'État. Et je dois dire, c'est un fait important pour moi, le jour où je traversais l'Atlantique pour Washington, j'étais dans l'avion et c'est ce jour-là, au-dessus de l'Atlantique, que les pilotes m'ont annoncé la libération de Mandela. La décennie 80 est aussi marquée par les succès du handball congolais à l'échelle internationale. Dès 1979, le pays remporte la première Coupe d'Afrique de handball Challenge Mariangouabi. Dans les années 1990, le monde vit une forte turbulence engendrée par un mouvement venu des pays de l'Est. Même les régimes totalitaires que l'on croyait établis pour l'éternité entrent spontanément dans le chaos. Au Congo, le tarissement des ressources financières accroît les revendications sociales. Le 10 décembre 1990, le Parti congolais du travail abandonne l'idéologie marxiste. Sous la pression conjuguée de la Confédération syndicale congolaise et de l'opposition, le président de la République convoque une conférence nationale souveraine. 1200 délégués de 70 partis et associations y prennent part du 25 février au 10 juin 1991. Ouverts par Louis-Sylvain Goma, les travaux sont dirigés par Monseigneur Ernest Kombo. Comment vous voyez la mort de Maria?
le carénage dur, mais la mort de Marien, nous l'avons appris, tout le monde, bon, il était attaqué dans le palais et tout par un commando, bon, mais après, il a démarré. Au terme de cette grand-messe, le multipartisme est restauré, de même que les symboles de la Première République. Dans un discours désormais historique, Denis Sassou Nguesso assume pour la postérité tout le mal dénoncé au nom de tous les dirigeants du Congo. Denis Sassou Nguesso demeure président de la République, mais il doit partager ses prérogatives avec André Milongo, élu Premier ministre de la Transition. Monseigneur Ernest Kombo préside le Conseil supérieur de la République, Parlement de transition. Un acte fondamental adopté par la Conférence nationale remplace la Constitution du 8 juillet 1979. Les gens se déchaînaient aussi, il fallait voir, surtout la jeunesse. Ils s'attaquaient aux personnes d'un certain âge, surtout une catégorie de personnes, ceux qui se disaient marxistes surtout en général. Ce qui fait que les gens étaient tous accrochés à la radio. Tout le monde regardait, suivait et tout. Ça faisait vraiment partie intégrante de la vie courante de tous les jours. Le 15 mars 1992, une nouvelle constitution est votée. Les élections générales organisées la même année sont remportées par l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, en sigle UPADS, de Pascal Lissouba. Élu président de la République, avec le soutien de l'ancien parti au pouvoir, Pascal Lissouba prend ses fonctions le 31 août 1992. Il y a déjà 20 ans, nous nous interrogions déjà sur la nature même du communisme ou du socialisme appliqués dans ces concepts tels qu'ils étaient appliqués en Afrique. Nous nous interrogeons déjà sur la validité de tels concepts appliqués à l'Afrique et qu'il n'y avait aucune adéquation avec notre moi profond. Le désaccord né au sein de l'alliance UPADS-PCT se solde par un rapprochement entre le PCT et le MCDDI. Fort de sa nouvelle alliance avec le parti de Bernard Kolela, le PCT dépose une motion de censure contre le gouvernement Bongo-Noira le 28 octobre 1992. Pascal Lissouba dissout l'Assemblée nationale. Le 30 novembre 1992, lors d'une marche organisée par l'opposition, 3 personnes sont tuées par des éléments de la garde présidentielle dans une double fusillade au rond-point du Centre culturel français et à Mungali. Les milices proches respectivement du président Lissouba et de Bernard Kolela, leader de l'opposition, s'affrontent dans les quartiers sud de Brazzaville de 1993 à 1994. Le mandat du président Pascal Lissouba est émaillé de fortes tensions. L'escalade de la violence atteint son paroxysme avec le déclenchement de la guerre civile du 5 juin 1997. Elle oppose les partisans de Pascal Lissouba à ceux de Denis Sassou Nguesso, ce dernier se déclarant en état de légitime défense après que son domicile eut été attaqué par les milices proches du régime. La question qu'on pose, c'est celle de savoir si les troupes du pouvoir vont continuer d'occuper le CHU et de tirer sur les quartiers populaires de Poto-Poto. Il faut bien qu'elles sortent de là. Le bilan de la guerre est effroyable. Plus de 10 000 morts officiellement, des centaines de milliers de déplacés, des destructions massives. Le 15 octobre 1997, la guerre se termine par la victoire du camp de Denis Sassou Nguesso. La nouvelle présidence s'ouvre par un vaste programme de reconstruction et de réconciliation nationale. Un gouvernement d'union nationale est mis en place. Le Forum national pour la paix se réunit en janvier 1998 et décide d'une transition de 3 ans. Le Conseil national de transition, mis en place à cette occasion, assure les fonctions législatives. Le 18 décembre 1998, les milices ninja attaquent les quartiers sud de Brazzaville. Pour juguler ce nouvel épisode, des accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités sont signés entre l'armée et les milices rebelles en novembre et décembre 1999. L'organisation du dialogue national sans exclusive en avril 2001 balise le chemin qui conduit aux élections générales de 2002. Une nouvelle constitution est adoptée par référendum en janvier. Le 10 mars, Denis Sassou Nguesso est élu pour un mandat de 7 ans.
Son programme de gouvernement, la Nouvelle Espérance, comporte 12 points, au nombre desquels le renforcement de la paix et la construction des infrastructures de développement. Un vaste programme de désarmement et de réinsertion est mis en œuvre au profit des ex-combattants. De fait, les guerres qui se sont succédées n'ont fait qu'aggraver le retard du pays en infrastructures. La paix, la sécurité et l'unité nationale sont reléguées au rang des souvenirs. La libre circulation des biens et des personnes devenant chose impossible, parcourir le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'était prendre un grand risque, le risque de perdre sa vie. Le Congo vient de s'engluer dans une fin sans gloire. Devant la pression des aspirations à laquelle on assiste, il faudra viser juste, réagir dans le court terme pour s'attaquer aux urgences que l'heure impose. S'amorce alors l'amélioration du niveau de vie, l'éradication du chômage, la construction ou la réhabilitation des structures sanitaires et scolaires. Les anciens miliciens sont injectés dans les institutions de l'État. Avec le soutien de la Banque mondiale, le Congo a conduit un programme national de démobilisation, de désarmement et de réinsertion des ex-combattants qui a permis la réinsertion sociale des anciens miliciens. Le Conseil national de la résistance, CNR, du chef de la rébellion dans le pôle, le pasteur Toumi, se mue en parti politique. De grands travaux transforment manifestement le visage du pays. Plusieurs aéroports sont construits et modernisés. Le réseau routier est en extension, facilitant la mobilité à l'intérieur du pays et des échanges en Afrique centrale. L'énergie et l'hydraulique connaissent une progressive évolution. Un réseau de téléphonie de grande qualité et de grande performance se met en place. La couverture du pays par une épine dorsale à fibre optique partira de Pointe-Noire à Ouesso. Un nouveau centre national de la radio et de la télévision a été construit à Brazzaville. En 2006, le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a assuré pendant une année la présidence de l'Union africaine. En 2009, le Congo est un pays en paix. Pour la première fois dans l'histoire, un chef de l'État en fonction remet son mandat en jeu et succède à lui-même. Denis Sassou Nguesso est réélu sur la base d'un nouveau projet de société, le chemin d'avenir. En 2010, première dans les annales de l'histoire, le Congo parvient à signer un programme économique avec les institutions de Bretton Woods après un processus presque labyrinthique qui devait le mener au point d'achèvement de l'initiative dite Pays pauvres très endettés, le PPTE. Au moment où le pays célèbre sa mémoire, à l'occasion du cinquantenaire de son indépendance, les Congolais s'activent sur deux champs. La modernisation et l'industrialisation, signaux forts d'une ère de prospérité après celle de l'espérance. Congolaises, Congolais, amis sportifs amoureux du ballon rond, ceci vous concerne. 5e édition du CHAN, le championnat d'Afrique des nations de football, réservé aux joueurs évoluant dans les championnats locaux, Kenya 2018. Les Diables Rouges A', face à leur destin, affrontent pour le compte de la manche allée de ces éliminatoires leurs homologues des Léopards de la RDC. Ce vendredi 11 août 2017, 15h, au grand stade de l'unité du complexe sportif La Concorde de Kinténé. Venez nombreux soutenir les nôtres. Barthélémy Gatchonou et ses poulains sont déterminés à assurer leur qualification à la maison avant la traversée du Poul Malébo pour la manche retour à Kinshasa. Tous unis autour des Diables Rouges A', un plus pour la qualification au CHAN Kenya 2018.